20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Contre toute attente, la levée de corps de Sidi Lamine Niasse reportée. Déclaration faite par son fils aîné au moment où une foule immense s'était déjà rendue à l'hôpital principal pour assister à la cérémonie funèbre. Même décor au niveau de Yoff où la dépouille mortelle était attendue. Pour l'heure, impossible de déterminer avec certitude les raisons du report. Des divergences entre la famille et les talibés niassènes en seraient à l'origine. La pêche, un secteur qui se porte bien malgré quelques correctifs à y apporter. Au marché central aux poissons de Pékin, les marailleurs réclament un accompagnement de la part du gouvernement. Bientôt une révision de la tarification dans le secteur de l'énergie, annonce de la Sénélec, annonce faite en présence des associations de consommateurs qui fustigent le coût élevé des factures d'électricité. Et puis football, nouveau partenariat consolidé donc entre Dakar, Sacré-Cœur et l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs viennent de signer à nouveau pour 3 ans. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Alors que toutes les dispositions étaient prises pour sa levée du corps, coup de théâtre, son fils aîné, Chernias, annonce contre toute attente le report de la cérémonie funèbre du PDG de Walfadjri à l'origine du changement. Des divergences qui opposeraient les talibés niassènes et la famille du défunt, la famille qui justement n'a souhaité faire aucune déclaration à ce sujet. Cher Diop. Au début, tout a commencé normalement. Des dizaines de personnes venues assister à la cérémonie de levée du corps de Sidi Lamine Niasse. Un peu plus tard, la nouvelle du report de la cérémonie de levée du corps tombe. La cause, une divergence dans la famille niassène. Toutefois, cette dernière ne veut pas se prononcer sur l'affaire. Certains hommes politiques aussi ne veulent pas se prononcer. Cela ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est l'homme qui est parti et qui a rassemblé tout ce monde. C'est cet être exceptionnel qui est parti, qui symbolisait la vérité et le courage, qui était un général qui veillait sur les troupes sénégalaises. Le petit-fils d'Abdoulaye Niasse, né le 15 août 1950 à Kaolack, prétexte pour des fidèles talibés niassènes qui jugent normal que Sidi soit enterré à Kaolack. Pour moi, c'est normal. Vous savez, Sidi Lamine Niasse est très important dans la famille niassène. C'est la raison pour laquelle on souhaite l'enterrer à Kaolack. De nombreuses personnalités politiques, religieuses et coutumières ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Sidi Lamine Niasse. Et à Yoff, naturellement, une foule immense également attendait l'enterrement de la dépouille mortelle du patron de Walfadjri avant que ce coup de théâtre ne survienne. À l'annonce du report, certains proches du défunt se sont tout de même obstinés à rester sur les lieux parce que soupçonnant une diversion. Khadiatala. 16 h, l'esplanade du cimetière de Yoff grouillait déjà de monde. Certains étaient là depuis le matin, 2 haies humaines s'étaient formées. D'autres amis du défunt et autres curieux arrivaient par ordre. Rien que pour rendre un dernier hommage à Sidi Lamine Niasse. Je suis de Kaolack, mais je vis à Dakar, précisément au Parcelles Assainies. Étant comme tout Sénégalais, c'est une perte pour tout le Sénégal. 17 h, certains se ruent vers la place réservée pour la prière de Takoussan. D'autres ont leur transistor collé à l'oreille, suivant le développement de la levée du corps. C'était un combattant qui a combattu partout, parce qu'il nous a démontré que c'est le Sénégal, c'était le Sénégal. C'est aujourd'hui, tu vois que tout le monde est là à l'accueillir, à l'accompagner à sa dernière demeure. On est là, nous tous, c'était la seule chose qui nous a amenés ici. 17 h 10, l'information sur le report de l'enterrement se propage comme une traînée de poudre. D'aucuns prennent congé de la foule, une bonne frange préfère elle rester, soupçonnant une diversion. On a rapporté l'émission de dire que c'est demain à 10 h. Inch'Allah, j'y serai. Explique ça, c'est que le fait que qu'on a rapporté l'enterrement qui aura lieu à 17 h, mais bon, puisque la foule a été très encombrée et aussi le cimetière aussi, on ne peut pas faire
de moins grandes choses. On peut progresser une petite minute pour que la foule se disperse un tout petit peu. Si c'est à demain, en tout cas je ne vais pas partir tout de suite, j'attends, Inch'Allah, Rabbi. Parce que je ne sais pas si c'est demain ou c'est demain, je ne vais pas me quitter ici tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sidi Lamine Niasse va-t-il reposer au cimetière de Yoff ou à Kaolack? Sera-t-il enterré aujourd'hui ou ultérieurement? En tout cas, ces funérailles sont inédites, à l'image du défunt réputé exceptionnel. Et puis un peu avant l'annonce du report de la cérémonie funèbre, de la cérémonie de levée du corps, pour être plus précise, eh bien, des témoignages avaient fusé de partout, notamment au niveau de l'hôpital principal où nos reporters étaient présents. Nous vous proposons quelques extraits de ces témoignages au micro de Cheikh Diop. C'est un grand homme qui nous a quittés, quelqu'un qui, selon moi, va marquer l'histoire contemporaine du Sénégal. C'est le qualificatif également que j'ai utilisé lorsque je lui ai rendu hommage par écrit. Sidi Lamine était un grand homme. Nous sommes venus aujourd'hui pour témoigner de notre reconnaissance à Sidi Lamine Niasse, à sa famille et à la presse entière. Celui qui vient de nous quitter fut un symbole vivant de la lutte pour une démocratie pérenne, une démocratie apaisée. Dafa doon un homme de conviction. Lu mu gëmul du ca dugg. Noonu la ko Yàlla bindee woon. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, un grand monument de la presse c'est vraiment. Nous voulons être fidèles à sa mémoire. Mais il a donné des exemples. Andegesam met sa menace à exécution. Sa sous-section de Tambacounda a restitué vaccins et glacières auprès du chef de district sanitaire. Une situation qui risque d'être lourde de conséquences sur le bien-être des tout-petits. Les détails, c'est avec le porte-parole de l'Alliance Andegesam Tamba au micro de notre correspondant Moussa Oumar Gueye. Pour venir déposer les glacières plus les vaccins au niveau du centre de santé de Tambacounda. Comme vous le savez, le ministre a fait une sortie récemment en disant, au lieu de penser à trouver une solution, il a menacé en disant qu'il va couper des salaires. Et qu'on le cherche, les coupures de salaire n'ébranlent personne. Parce que ceux qui peuvent rester pendant 6 à 7 à 8 mois sans salaire, couper ces dernières, c'est comme si vous tuez un cadavre. Donc nous n'avons pas peur de ces purs. Et vu qu'il ne voulait pas ouvrir des négociations sérieuses par rapport aux problèmes qui sévissent au niveau du secteur de la santé, nous avons purement décidé de rendre les antigènes au niveau du district et les déposer dans les mains du médecin-chef. Nous sommes 23 postes de santé dans le district, comme vous le voyez, donc tous les postes de santé sont là. Même les postes de santé éloignés sont venus. Il n'y a que 2 postes à peu près et 3 postes qui sont en cours de route. Donc vous voyez, tous les postes de santé du district sanitaire de Tambacounda actuellement ont déposé leur glacière pour vous dire que la vaccination ne se fera plus. Parlons tout à fait autre chose à présent. 500 tonnes de poissons, 243 milliards de francs CFA de bénéfices. Le secteur de la pêche affiche bonne mine. Toutefois, des manquements sont soulignés au marché central de poissons, au poisson plutôt de Pikine. Eh bien, les marailleurs réclament un accompagnement de la part de l'État, comme annoncé par les autorités. Un plaidoyer porté par le directeur du plus grand marché de poissons de la sous-région, Salif Soas Malik Diop. Le marché central aux poissons de Pikine dans une mare d'attente. La direction du lieu de commerce dit attendre du gouvernement un appui conséquent. Il est temps aujourd'hui que le marché joue pleinement son rôle. Nous aujourd'hui, il y a peu de temps, il y a quelques années, on a eu une feuille de route très précise du ministre de la Pêche qui consistait à faire de ce marché-là un marché qui sera la fierté du peuple sénégalais. Aujourd'hui, après 1 an de service, avec l'aide de Dieu, des marailleurs, de tous les acteurs, on est en train de mettre le marché sur les rampes de l'émergence. On compte sur son excellence le président de la République pour apporter un accompagnement ainsi que le ministre de la Pêche afin qu'on puisse faire de ce marché-là l'un des plus beaux marchés d'Afrique. Un combat aussi porté par l'Association nationale des marailleurs du Sénégal, leur président, un haut conseiller à la collectivité territoriale. Selon lui, le secteur de la pêche a permis d'injecter 240 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise l'année dernière. En 2010, nous avons une quantité de 400 000 tonnes.
aujourd'hui 2017 bi tey bi ñu génnee résultats yi ñu ngi am 500 000 tonnes yu tegal kon xam nga ni napp gi yokku na mais nit ñi ñoo gën a yokk ak it jën mi nga xam nañ ko exporté muy dem bitim réew ndax xam nga ren boo xoolee 2017 ñu ngi exporté bitim réew 243 milliards. Le quart du poisson tiré de nos côtes transite par le marché central aux poissons de Pékin. La valeur marchande est estimée à 180 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la valeur marchande, minimum 15 000 tonnes est débarquée mensuellement dans ce marché. Minimum en valeur commerciale 1,4 milliard. Minimum transite mensuellement dans ce marché. Aujourd'hui, mon vœu, c'est de labelliser le marché, mais également de travailler à ce que le marché central ait un agrément. On doit pouvoir, les mareyeurs qui sont là, ils doivent pouvoir vendre du poisson au Mali, au Ghana, au Burkina, etc. etc. 4 des 13 quais de pêche que compte le pays tardent tout de même à fonctionner. La situation des mineurs en conflit avec la loi demeure problématique. Ce sont là les conclusions d'une étude faite par l'Association des juristes sénégalaises, l'AJS et la protection des droits de l'homme. Les deux organismes prévoient du coup la révision des textes pour de meilleures conditions en faveur des jeunes. Décision prise au cours d'une table ronde tenue à cet effet ce matin. Aïssatou Gueiba y a assisté compte rendu. Adapter les textes à la réalité, renforcer la prise en charge des enfants en conflit. Ces acteurs sont en réflexion pour une synergie d'action. Tous les acteurs qui tournent autour de l'enfance sont là aujourd'hui pour qu'on puisse diagnostiquer le problème des enfants en conflit avec la loi. À l'issue de ces travaux, nous voulons quand même obtenir un produit efficace pour une protection efficiente de ces catégories d'enfants. Une protection qui passe forcément par des actes concrets. Nous voudrions aller au-delà même des textes, au-delà même des constats, faire quand même une synergie des forces pour que cette problématique des enfants en conflit avec la loi, des enfants victimes soit prise en charge par l'État du Sénégal. Certes, c'est pris en charge parce que les textes sont là, mais nous constatons quand même que ce n'est pas efficace. Échec de la famille, de la société, le diagnostic de Mamadou Wane. Quand ils sortent également, c'est clair qu'ils auront des problèmes d'adaptation parce que le moment de la détention n'est pas utilisé au maximum pour la réhabilitation sociale et pour leur permettre de se réinsérer. Pour se réinsérer, il faut avoir de l'éducation, il faut avoir de formation. Est-ce que les enfants qui sont détenus dans les prisons, est-ce que l'administration pénitentiaire, est-ce que l'État a assez de moyens ou développe des politiques de réinsertion des enfants? Après le problème de réadaptation, un autre mal, la réinsertion sociale. Ces acteurs de l'enfance comptent ainsi pousser leurs travaux pour un plaidoyer fort. À Saint-Louis, la prostitution des filles en provenance de la sous-région ou encore le travail des talibés au sein des maisons comme domestiques, entre autres, inquiètent les acteurs. La cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, a organisé un atelier de formation de 3 jours à l'intention justement de l'agente féminine en charge de la protection sur la traite des personnes et le trafic des migrants. C'est un reportage signé nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. La cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a organisé un atelier de formation de 3 jours à l'intention des acteurs en charge de la protection des enfants. La rencontre a réuni les élus locaux, forces de défense et de sécurité, religieux, acteurs sociaux, juristes entre autres, pour éradiquer définitivement la traite des personnes et le trafic des migrants. Ce qui se passe, c'est que nous avons un fléau qui s'attaque aux personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, et qui se décline en des formes extrêmement violentes. Nous avons eu d'enfants victimes également d'exploitants et nous faisons un maximum d'efforts pour rendre ce fléau qui bafoue la dignité humaine inhospitalier dans notre pays. Les participants ont été formés et sensibilisés pour faire face à ce phénomène qui gangrène notre société. Dans le nord du pays, les talibés sont exploités dans les maisons et dans les champs de riz, une attitude dénoncée par des acteurs. L'exploitation des filles, l'exploitation sexuelle, donc des jeunes filles qui nous viennent hors région, par exemple des pays comme le Nigeria, etc., de la Gambie, de la Guinée, etc., qui donc sont recrutés
et sont exploités ici par une personne, une femme le plus souvent en tout cas, qui prend sa maison, qui les livre à la prostitution. Ça c'est un constat, mais également l'exploitation, les sévices corporels et également certains cas même de pédophilie d'enfants. D'autres enfants qui subissent d'autres formes d'exploitation, c'est les enfants pêcheurs, c'est les enfants talibés également eux-mêmes qui sont employés comme domestiques. La traite des personnes est devenue un phénomène inquiétant et constitue une activité économique lucrative quotidienne. Les pays africains doivent donc se mobiliser pour mettre en place des stratégies et structures pour mieux lutter contre ce fléau. Et puis ces chiffres, 70% de litiges traités par les tribunaux sénégalais sont relatifs aux fonciers. Une révélation d'Ibrahima Diallo, coordonnateur du réseau d'excellence sur la gouvernance foncière à l'université Gaston Berger de la Vieille Ville. L'expert préconise du coup une politique de gestion efficace des terres de concert avec les gouvernements africains. Objectif, lutter contre les conflits mais aussi la pauvreté. Je vous propose d'écouter Ibrahima Diallo, toujours au micro de Seynou Diop et Bon, dans le LGAF, le cadre d'analyse de la gouvernance foncière conçu par des experts, à titre d'illustration, vous prenez le Sénégal. Dans les tribunaux, 70% vraiment constituent effectivement constitués de conflits fonciers. 70% des litiges. Ça, c'est des statistiques qui sont connues. Et donc, pour dire qu'effectivement, la gouvernance foncière constitue un aspect très important. On ne peut pas développer un pays sans la paix sociale. On ne peut pas développer un pays sans la sérénité. Donc, je pense que le développement et la stabilité de l'Afrique dépend, je pense, de la résolution, effectivement, de ces questions préalables. Et c'est la question donc, de la gouvernance foncière. Donc, le centre a un mandat pour accompagner les États dans la mise en place des politiques foncières, le suivi et l'évaluation. Donc de ce point de vue, au-delà de la formation, il y a un accompagnement effectivement que le centre fera au profit des États. Vous voyez, donc vous mesurez tout l'enjeu. Et puis je vous l'annonçais en titre bientôt, une révision de la tarification dans le secteur énergétique, annonce de la Sénélec qui a procédé au lancement du projet ce matin. La Société nationale d'électricité entend ainsi aboutir à l'extension, à l'élargissement de la zone électrique. Thilo Mamadou Sam. Les tarifs dans le secteur de l'énergie vont être revus à l'horizon 2020-2022. Un projet a été lancé dans ce sens par la Commission de régulation de l'énergie. Parce que la période de révision tarifaire qui va s'achever en 2019 nous permet aujourd'hui d'ouvrir par anticipation naturellement pour qu'il y ait par rupture une nouvelle période, ce qui va couvrir les 3 prochaines années après 2019, c'est-à-dire 2020 à 2022. Et cela s'inscrit dans un processus réglementaire qui est codifié depuis 1998, qui impose aux régulateurs d'organiser la révision des conditions de tarification de l'électricité. Des tarifications jugées exorbitantes par les clients, le directeur général de la Sénélec apporte des éclaircissements. Au Sénégal, on ne parle aujourd'hui que de baisse des tarifs de l'électricité. J'acquiesce et je connais un début de satisfaction parce qu'on ne me parle plus de qualité de service, on me parle de coût. Ça veut dire que l'État a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de service. Donc c'est un pas important qui a été fait. La prochaine étape va être nécessairement de travailler sur la baisse des coûts et donc du prix de l'électricité. On ne peut pas définir un horizon précis, on ne peut pas dater cela, mais il est évident que nous travaillons tous les jours à baisser nos coûts et donc à baisser le prix de l'électricité parce qu'il y a un double objectif qui nous est assigné, rendre l'électricité disponible, mais la rendre disponible à un coût compétitif, surtout par rapport aux unités industrielles qui sont dans un environnement fortement concurrentiel. Rendre le secteur énergétique plus dynamique, mais également satisfaire la clientèle, leurs principaux objectifs. La perspective, c'est la même, c'est de continuer à investir, à travailler pour transformer Sénélec, mais à investir également pour continuer à étendre l'accès. Parce que comme vous l'avez constaté, le taux du monde rural est encore assez faible par rapport aux objectifs. Le président de la République a fixé l'horizon 2025 pour l'électrification universelle. Nous y travaillons, donc travailler à élargir l'accès, à rendre l'accès universel, mais travailler à toujours améliorer la qualité de service. Si vous voulez, c'est cette double perspective qui continue de nous guider et c'est ça qui nous permettra à terme également de réussir le pari de baisser le coût.
L'électricité étant un besoin vital, avec la découverte du gaz, la population espère observer une baisse des coûts. Et nous restons avec cette rencontre. Parlant de coûts, justement, les associations consuméristes présentes ont fustigé le coût des factures d'électricité un peu trop élevé à leur goût. Je vous propose d'écouter Mamadou Seydou Anne, il est au micro de Thilo Mamadou Sam. En tant qu'association de défense des consommateurs, et surtout nous, on a choisi eau, électricité, télécommunications et services. Nous avons aussi des gens qui ont choisi consommateurs et environnement. Mais il faut dire quand même que Sénélec, c'est un gros pays qui concerne tous les Sénégalais. Et surtout qu'on parle de tarifs. Dans le tarif, il y a 3 grands problèmes. Le RMA, c'est ce qui détermine la somme, proprement parlé, en disant Sénélec. Tu peux calculer ta tarification de kilowattheure pour avoir tel tant de milliards dans l'année. Et là, ça nous paraît quand même, en tant que consommateur, il est temps que nous sachions un peu mieux comment est formé le RMA. Le deuxième grand problème qui se pose aujourd'hui, nous, les consommateurs, c'est que l'État dit à Sénélec, tu dois remplir tel point, et ceci est résumé sur un chapitre qui s'appelle normes. On n'a jamais vu Sénélec pénalisé pour n'avoir rempli ces normes. Et même le ministre, pour les couvrir, va faire une note qui suspend les normes. Alors là, c'est comme si on encourage Sénélec à ne pas faire un effort dans la mesure où, quand Sénélec ne remplit pas les normes, il n'y a pas de pénalité. Ça, c'est un problème aussi qu'on aimerait bien que peut-être ça s'arrête. Le troisième, c'est le règlement de service. Le règlement de service, madame, c'est celui sur lequel se base Sénélec, non seulement pour vous facturer, c'est celui qui se base parce que vous avez eu 2 jours de retard, il va vous demander de payer des pénalités. Fin de l'opération Karangué, au total 920 maisons, 34 formations sanitaires et 15 établissements de fabrique d'eau contrôlés. Une opération initiée par le service d'hygiène qui a arrêté pas moins de 215 personnes dans le cadre de la manœuvre. Et nous écoutons les explications du major Alangom, chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Nous avons contrôlé également sur le plan technique et scientifique 15 établissements de fabrique d'eau. Nous en avons fermé 2 parce que l'eau distribuée ne respectait pas les normes physiques, chimiques et bactériologiques d'une eau. Ces entreprises ont été sommées de fermer et l'effectivité a été constatée sur le terrain. Nous avons également arrêté 215 personnes pour dépôt de gravats, de ferrailles, d'épaves, d'ordures ménagères ou de vidange de fosse sur la voie publique. 7 ont été présentés au procureur de la République. 208 ont fait l'objet d'une transaction. Au total, nous avons perçu en 18 jours une amende de 20 150 000 francs dans le cadre du plan Karangué. La semaine prochaine, on va lancer le tour Sentinelle pour investir les marchés et gardes de la place, pour renforcer le contrôle des denrées alimentaires, leur salubrité et leur uniquité en vue de garantir la sécurité sanitaire des élèves, mais également vérifier le niveau de salubrité et d'hygiène des manipulateurs des denrées alimentaires et les conditions d'hygiène dans les marchés et gares de la place. La région de Kaffrine boostée sur le plan économique avec des octrois de financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Au total, 800 millions de francs CFA injectés dans des secteurs clés tels que l'agriculture ou encore l'élevage et toujours au profit des femmes et des jeunes. Pafaraning. Une enveloppe de 800 milliards pour la région de Kaffrine. L'ADER veut favoriser les projets structurants, mais aussi d'autonomisation. Un financement qui est venu à son heure, mais sans aucune connotation politique. Au mois de mai 2018, il avait été annoncé une enveloppe possible d'un peu plus de 600 millions. Au jour d'aujourd'hui, il nous a été dit que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a décidé d'augmenter cette première enveloppe jusqu'à concurrence de 800 millions. Ce jour, 3 décembre 2018, pas moins de 400 millions, et plus exactement 397 millions, ont été injectés dans la région de Kaffrine.
Plus de 11 000 dossiers ont été déposés sur la table du gouverneur. Avec beaucoup de transparence, les meilleurs projets ont été financés. Aujourd'hui donc, nous avons procédé à la remise symbolique d'une dizaine d'attestations. Je dis bien remise symbolique parce qu'il s'agit de près de 300 millions qui ont été déjà injectés pour les jeunes et 800 millions au total vont suivre pour la région de Kaffrine. Donc disons que pour la jeunesse de Kaffrine, en proie vraiment au chômage, il s'agit là véritablement d'une avancée significative qui, nous l'espérons, va soulager un peu ces jeunes, qui va soulager un peu ces femmes en quête de travail. Malgré ces premiers financements, la DER encourage les autres de déposer leurs projets pour augmenter l'enveloppe. C'est en effet une concrétisation d'une volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a bien voulu octroyer chaque année 30 milliards de francs CFA aux jeunes femmes et hommes de ce pays. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu mettre 397 millions qui a touché 888 personnes et à terme, nous allons financer pour plus de 800 millions. Des financements remboursables avec un taux d'intérêt de 5%, un système revolving, mais aussi pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Et donc voilà, donc au total près de 1100 millions attendus donc dans cette région qui est Kaffrine, avec déjà 300 millions déjà au profit des jeunes et 800 millions qui sont attendus. C'est parti pour le sport. Le sport et du football avec le centre de formation de Dakar-Sacré-Cœur et l'Olympique lyonnais qui consolident leur partenariat. Les deux clubs ont signé un nouveau accord, un accord qui va jusqu'en 2021 avec les objectifs de fournir de bons footballeurs aux Lyonnais mais aussi de conquérir l'Afrique. Cher Saleh Boudiara. C'est parti pour 3 ans encore, le partenariat entre l'école de football Dakar-Sacré-Cœur et l'Olympique lyonnais. À l'issue du premier accord débuté en 2015, les deux entités ont renouvelé leur entente jusqu'en 2021. Là, on se réengage jusqu'au 30 juin 2021. Mais bon, dans notre esprit, ça pourrait être sur du plus long terme encore. À partir du moment où les conditions que j'ai évoquées, et notamment l'engagement citoyen et sociétal de Dakar-Sacré-Cœur est respecté. Un partenariat qui booste le centre de formation Dakar-Sacré-Cœur. La construction de son propre stade est même envisagée. Nous, on y va étape par étape. On le disait tout à l'heure, on a beaucoup de projets, c'est vrai, on est obligé de prioriser. Mais si je parle de devenir un grand club africain, pour moi, ça veut dire un jour, comme le TP Mazembe, avoir un stade, pas forcément de 50 000 places, mais un stade de 20-25 000 places, où on peut recevoir dans d'excellentes conditions nos matchs. Déjà bien installé dans le football local, avec la section professionnelle en Ligue 1 depuis 2 saisons, le club de Mathieu Chupin compte développer une section féminine forte. On avait effectivement l'étape à la maison U13-U15 pour souligner tout le travail qui est fait en matière d'éducation au niveau des jeunes, du centre de formation. Et puis il y a eu également ce passage au niveau de l'équipe féminine où, je l'ai dit tout à l'heure, l'ambition de DSC, c'est au niveau des féminines d'être là très vite l'équipe numéro 1. Dakar-Sacré-Cœur, qui a permis aux jeunes Ousseynou Ndiaye de rejoindre l'Olympique lyonnais, veut continuer dans ce sens. Être un grand club au Sénégal et en Afrique fait également partie de ses ambitions. Et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.